Après l'incendie meurtrier de l'hôtel Opéra à Paris, polémique autour de ce mode d'hébergement, des hôtels souvent insalubres et hors de prix qui accueillent des populations étrangères déboutées du droit d'asile ou en attente, placées là par les services sociaux, faute de logement. Au Vatican, à 2 jours du conclave, les cardinaux ont assisté à une messe marquant la fin de la période de deuil. En coulisses, tout se prépare. Le personnel qui travaillera au conclave a juré le secret. Joseph Ratzinger, candidat favori des conservateurs, a fêté aujourd'hui ses 78 ans. Jacques Chirac n'a pas réussi à freiner la montée du non. 2 sondages réalisés après son intervention à la télévision donnent 56% pour le non. François Hollande et les tenants du oui resserrent les rangs. Environnement avec une journée de collecte des piles usagées lundi prochain, un ramassage nécessaire pour cette opération baptisée « Ces piles ici ». 1 million de petites boîtes seront distribuées. Et puis le salon du cabriolet avec un marché en pleine expansion. Les ventes ont été multipliées par 4 en 5 ans grâce au toit rétractable, une tendance très dans le vent. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'actualité de ce samedi, passons par la case météo. Plutôt inattendue, la neige s'invite en plein mois d'avril. Une neige drue, glissante, qui a bloqué ce matin la circulation pendant 3 heures entre Lyon et Grenoble. L'autoroute a été fermée. En Rhône-Alpes, près de 60 000 foyers ont été privés d'électricité. EDF promet que le réseau fonctionnera à nouveau dans la soirée. Pour l'heure, 30 000 familles sont encore sans courant. Le point avec Benoît Gadret, Philippe Pivet. La neige a fait son apparition la nuit dernière en région Rhône-Alpes et depuis elle ne cesse de tomber, en particulier sur les hauteurs des Préalpes et du Vercors. Jusqu'à 60 cm d'épaisseur à 700 mètres d'altitude, ce qui est rare pour un mois d'avril. Une neige lourde et collante qui a endommagé de nombreuses lignes électriques et provoqué des coupures de courant. À Sainte-Eulalie, sur les contreforts du Vercors, la famille Antelme se réchauffe comme elle peut. Au programme, tisane et feu de bois dans la cheminée. On a déjà un âge, on a besoin de chaleur, et même les bébés, tout ça c'est ennuyeux. Et pour faire le repas, ça a été une catastrophe, parce que c'était tout dans le four et puis ça s'est arrêté. Dans le seul département de la Drôme, 25 000 foyers sont privés d'électricité. Le rétablissement est progressif, des équipes ont été appelées en renfort de toute la région. Pratiquement tout le monde est sur le pont, hein. Même ceux qui normalement ne travaillaient pas, oui. C'est votre cas ? C'est mon cas et c'est le cas de mon collègue aussi, oui. La neige a considérablement perturbé la circulation et pris de court les services de déneigement. Ce matin, l'autoroute Lyon-Grenoble a été fermée pendant 3 heures à la circulation, ce qui a provoqué quelques kilomètres de bouchons. Ma fille elle va passer un concours à Grenoble, je suis obligé d'y aller. Eh ben, on n'est pas dans le cacao, hein. Même difficulté sur le réseau secondaire. De nombreux automobilistes ont été surpris par cette neige de printemps. J'ai tourné et ça ne tournait plus, donc je suis partie tout droit. Dans l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, des chutes de neige sont encore prévues cette nuit et demain. Mais la limite pluie-neige devrait progressivement remonter en altitude. Après l'incendie qui a ravagé l'hôtel Opéra en plein Paris, une enquête a été ouverte. C'est bien la thèse de l'accident qui est privilégiée, mais l'origine reste incertaine et les experts, dans leur rapport il y a un mois, avaient noté certains dysfonctionnements. Par ailleurs, ce que l'on croit savoir, c'est que l'établissement à vocation sociale qui abritait des familles immigrées fonctionnait en surnombre. Une nouvelle victime a été découverte, portant à 21 morts le dernier bilan. Paul de Genève, Caroline Fernandez. Quelques fleurs en hommage aux 21 victimes. Des bouquets et des petits mots déposés par les passants. À l'intérieur de cette enveloppe, mais ça concerne que Dieu et les victimes en fait. Voilà. J'ai été touchée par leur sort et c'est aberrant que dans un tel quartier, les gens soient logés de cette façon-là. Voilà. Derrière les barrières, les pompiers fouillent encore les décombres. La nuit dernière, ils ont retrouvé le corps d'une femme. Compte tenu de l'importance du déblai qu'il y a à faire dans les jours à venir, il est évident qu'on ne peut pas affirmer qu'on a terminé l'ensemble des reconnaissances. Le dernier bilan fait état de 21 morts, dont 10 enfants. 33 personnes sont toujours hospitalisées. Combien de résidents y avait-il dans l'hôtel la nuit du drame ? Selon la police, l'établissement pouvait accueillir 61 personnes. Mais selon la mairie de Paris, il y en avait 79 placés par la municipalité et le SAMU social. L'incendie s'est déclaré dans la salle à manger au premier étage à 2h10 du matin. Il s'est propagé dans les étages en quelques minutes par la cage d'escalier. Pris de panique, certains ont sauté par la fenêtre. 7 personnes sont mortes défenestrées
comme le raconte cet immigré roumain. Il logeait chambre 35 au 3e étage. Un dame de mon chambre est sorti à la fenêtre, il jetait son bébé. Vous avez vu des gens sauter? Oui, la dame, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec un bébé de 2 mois, 3 mois. L'hôtel Opéra avait subi 9 contrôles, dont le dernier le 24 mars dernier. Il était aux normes. Les contrôleurs, comme l'indique ce document, avaient toutefois demandé aux propriétaires des aménagements sur les câbles et les fils électriques. L'enquête de la brigade criminelle ne fait que commencer. Selon une première hypothèse, un appareil électrique défectueux pourrait être à l'origine du sinistre. Et après ce tragique incendie, une permanence a été ouverte à la mairie du 9e arrondissement et c'est là que sont accueillies les familles qui tentent d'avoir des nouvelles de leurs proches, peut-être disparus dans le sinistre. Pour l'heure, 13 personnes ont été formellement identifiées. Sophie Rodier, Véronique Danzé. Le petit garçon là. Dylan, 4 ans, porté disparu depuis 36 heures. Grâce à ces photos, cette jeune fille espère obtenir des informations sur son cousin dont elle est sans nouvelles depuis l'incendie. Comme elle, des dizaines de familles veulent savoir. L'attente est parfois intenable. J'ai une meilleure amie. Je ne sais pas où elle est, elle a un bébé. C'est ça qui me fait mal. Et je viens d'apprendre ça ce matin. On nous dit qu'on a transpiré les gens à l'hôpital, on ne peut pas nous donner le nom des hôpitaux, on ne peut pas aller voir les corps ou les malades ou les blessés pour pouvoir les identifier, donc ça pose un problème. Et ça fait 2 jours qu'on attend. Au 2e étage, des bénévoles de la Croix-Rouge, des psychiatres du SAMU tentent de contenir l'émotion des familles. Le moindre détail peut servir à l'identification des corps. Une photo, un bijou, un signe particulier, les recoupements prennent du temps, ce qui provoque parfois la colère. On ne reste pas dans l'angoisse, l'incertitude, que le maire fasse quelque chose. Ils ont beau parler de beaux discours, mais là, le fait est là, on est là depuis ce matin, pas de réponse. Comment il peut être possible d'attendre comme ça, de laisser les gens dans le doute, dans l'angoisse, c'est inadmissible quoi. Cela paraît toujours trop long, mais les autorités ne donnent jamais de nom avant d'être sûres. Plusieurs élus et membres de mon cabinet sont allés ce matin retrouver des traces, des indices, des vêtements d'enfants, des photos, pour accélérer avec les spécialistes et les familles l'identification. Ce soir, ils espéraient pouvoir dresser une liste des 2 tiers des victimes. La cellule psychologique restera ouverte tout le week-end. Dès hier soir, la question de la précarité de l'hébergement des immigrés a été posée et la polémique s'amplifie. Il faut savoir que plusieurs milliers d'immigrés déboutés du droit d'asile ou en attente sont placés par les services sociaux dans des hôtels de ce type, souvent insalubres et qui font office de logement d'urgence à des prix exorbitants. Un système aberrant. Dominique Chimbakala, Fabrice Dujardin. Des hôtels comme celui-ci, il en existe des centaines à Paris. Pour 25 à 30 euros par nuit et par personne, on y trouve de la place en urgence. Pour le confort et la sécurité, c'est le minimum. L'an dernier, le SAMU social a dépensé 24 millions d'euros en frais d'hôtel. Pour les associations, le système est cher, dangereux et absurde. Plutôt que de mettre des familles dans des hôtels, l'État, le gouvernement peut réquisitionner des logements vacants. Réquisitionner n'est pas une décision du maire, mais de l'État. En attendant, la ville de Paris prend en charge une partie des frais d'hôtel, parfois chez des marchands de sommeil. Mais la demande est telle qu'il est impossible de loger tout le monde décemment. Aujourd'hui, Sangatte, c'est dans les arrondissements de Paris, c'est autour de la gare du Nord, c'est dans le 10e arrondissement. Et vous comprendrez bien qu'au bout de quelques jours, la collectivité parisienne se sent la responsabilité de trouver un toit, et parfois quel qu'il soit, pour accueillir ces personnes. Certaines associations rachètent d'anciens hôtels, les remettent aux normes, comme ici, pour en faire des logements sociaux. Mais cela prend du temps et en attendant, le provisoire risque de s'installer. Il faut un peu plus grand. Partons pour le Vatican. Ce samedi s'achève la période de deuil et à 2 jours du conclave ont été installées les parures qui vont orner le balcon pontifical d'où apparaîtra le nouveau pape que désigneront les cardinaux. Les cardinaux qui se sont réunis en congrégation générale pour la 12e et dernière fois. Une messe a été célébrée cet après-midi pour marquer, je vous le disais, la fin de la période de deuil. Le porte-parole du Vatican évoque un climat de grande convivialité et de respect mutuel dans cette période
préélectorale qui ne dit pas son nom. Et chacun d'alimenter ses réseaux et de mettre au point les derniers plans de bataille, avec deux camps qui s'opposent, celui des traditionalistes, nous y viendrons dans un instant, mais tout de suite, place aux progressistes, à ceux qui veulent une église tournée vers l'avenir, une église en mouvement. Reportage Isabelle Stess, Franck Brissat. Au moment où les cardinaux s'opposent au Vatican entre conservateurs et progressistes, les catholiques de Rome s'accordent tous sur un point. Le pape qui nous a quittés nous a laissé une grande nostalgie de lui. Mais nous savons que notre pape est préparé pour nous. Un pape capable de parler au cœur des gens, un pape capable de parler aux besoins de l'humanité. Chaque jour, les séminaristes français de Rome, comme tous les catholiques, sont invités à prier pour les cardinaux qui ont la délicate mission de choisir le successeur de Jean-Paul II. Pour le déroulement du conclave. Un pape qui viendrait d'Extrême-Orient ou d'Afrique nous aidera dans le dialogue entre les religions. Et donc... L'Église est prête pour ça, vous pensez? Il le faut. Il le faut parce que nous devons être à l'écoute des hommes du monde entier. Comme les 114 autres électeurs, le cardinal camerounais Toumi est désormais tenu au silence. Mais les Africains du séminaire ne taisent pas eux leur espoir. Tous ici attendent un pape ouvert sur le monde. Pour moi, un pape africain, c'est un pape qui a un cœur assez large pour embrasser toute l'Afrique et tous ses problèmes actuels. Le pape Jean-Paul II est un pape africain et je suis confiant que l'Esprit Saint nous donnera un autre. L'élection d'un pape noir ne semble pas à l'ordre du jour, mais il y a 26 ans, c'est le désaccord des cardinaux italiens qui avait conduit à choisir l'outsider polonais. À Rome, pas un catholique ne s'aventure à prononcer un nom pour succéder à Jean-Paul II. Même les cardinaux ne l'ont pas fait dans leur réunion préparatoire au conclave. C'est en tout cas ce qu'affirme aujourd'hui le Vatican. Dans ce jeu des alliances apparaît dans le camp des conservateurs celui qui fait figure de chef de file, gardien du dogme, le cardinal allemand Joseph Ratzinger. Il célèbre aujourd'hui son 78e anniversaire. Certains le donnent comme favori, mais d'autres échos laissent entendre qu'il pourrait être en perte de vitesse. Portrait de celui qui symbolise une ligne rigoureuse de doctrine, Gérard Grisbeck, Romain Potoquier. Il ne perd jamais son sourire et se montre toujours aimable, affable. Depuis la mort de Jean-Paul II, il porte à bout de bras le Vatican. De grande culture, l'homme maîtrise parfaitement le français. À 78 ans aujourd'hui, le cardinal allemand est tout à l'opposé de son surnom, donné par ses adversaires, le Panzer Cardinal. Car des ennemis, il en a beaucoup. Depuis 25 ans, Joseph Ratzinger est l'homme qui dicte la doctrine de l'Église. Et à ce titre, il est très conservateur, en particulier dans le domaine des mœurs, condamnant l'homosexualité, le féminisme, la contraception et l'avortement. Il a été le gardien de l'orthodoxie, il a effacé la voix de beaucoup de théologiens du christianisme critique qui s'occupaient de la morale sexuelle d'un point de vue qui ne plaisait pas au Vatican. Il a écrasé la théologie de la libération. Mais ce normalisateur de l'Église n'a pas toujours été un doctrinaire. Il a participé au débat de Vatican II avant de condamner les dérives d'une modernité qui, d'après lui, ne sait plus distinguer le bien du mal. Archevêque de Munich, puis nommé cardinal par Paul VI, sa rencontre dans les années 60 avec Karol Wojtyla sera déterminante. La relation entre les deux hommes est faite de respect, d'amitié, de franchise et de cordialité. L'un est philosophe, l'autre théologien, l'un est polonais, l'autre allemand. Une même vision de l'histoire les unit. À n'en pas douter, si Joseph Ratzinger devient pape, ce sera Jean-Paul III. Enfin, sachez que dans cette période qui s'ouvre, tout le personnel qui participe à l'organisation du conclave a juré solennellement de garder le secret des délibérations. Même les chauffeurs de taxi se sont engagés à ne rien dire des conversations qu'ils pourraient entendre pendant leur course. La campagne sur la Constitution européenne se poursuit ce samedi. Dans les meetings, on commente les derniers sondages parus après l'intervention de Jacques Chirac à la télévision. Ces sondages qui donnent tous les deux 56% pour le non. Le président de la République n'a pas freiné la tendance. Apparemment, il n'a pas convaincu. Chez les tenants du oui, on se serre les coudes. Au Parti socialiste, l'heure n'est pas à la polémique, même si. Javid Imbert, Jean-Paul Chapelle, Christian Marimonneau. François Hollande, applaudi par ses collègues européens, c'était cet après-midi à Toulouse. Le numéro 1 socialiste, lui, a bien du mal à saluer les performances du camp du oui.
Le non a toujours le vent en poupe, l'intervention de Jacques Chirac n'y a rien changé et François Hollande, embarrassé, ne peut même pas l'accabler. Il serait finalement commode, simple pour les socialistes de récupérer cette colère ou ce mécontentement. Mais le 29 mai, ce n'est pas l'avenir de Jacques Chirac qui est en cause, c'est l'avenir de l'Europe et la place de la France dans l'Europe. Si le vote avait lieu aujourd'hui, le non l'emporterait avec 56% des voix contre 44%. En répondant aux questions des jeunes, le président de la République n'a donc pas atteint son objectif. 40% des personnes interrogées l'ont trouvé convaincant, 51% sont d'un avis contraire. On peut se demander dans laquelle de ces deux catégories se range Nicolas Sarkozy. En tout cas, le président de l'UMP affirme que sur fond de constitution, il y a un vrai malaise en France et que lui l'entend. Je ne suis pas sourd. Je suis 3 à 4 jours par semaine en déplacement. Je sais bien ce qu'ils me disent, les gens. Et je connais leur envie de renverser la table. Mais je veux dire aux Français, si vous renversez la table, c'est d'abord sur vous-même que vous la renverserez. Jean-Pierre Raffarin, lui, s'il n'a pas fait ouvertement campagne ce samedi, en appelle, comme Jacques Chirac, à la jeunesse pour bâtir une Europe forte. Pour sauver le oui, tout le monde au gouvernement est maintenant sur le pont. Il n'y aura pas d'autre constitution, il n'y aura pas d'autres discussions possibles avant très longtemps. Et on en restera au traité actuel. Et on sait que ces traités ne sont pas satisfaisants. À Luxembourg, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères était particulièrement entouré par ses collègues européens, un peu comme s'il voulait le consoler de ces sondages qui se succèdent. Et un vent de fronde souffle sur le lundi de Pentecôte. Des préavis de grève ont été déposés à la SNCF et la Poste. Par ailleurs, plusieurs syndicats multiplient les appels à la grève ce jour-là, jour de solidarité envers les personnes âgées. Nathalie Moisan. Les aficionados de la feria de Nîmes avaient réagi les premiers. Dans le Gard, le lundi de Pâques travaillé pour sauver le week-end de Pentecôte a finalement été une jolie pagaille. Ailleurs, c'est le 16 mai qui promet d'être agité. Hier, les 6 syndicats de fonctionnaires ont écrit à Jean-Pierre Raffarin. Ils envisagent de faire grève si le Premier ministre ne renonce pas à les faire travailler le lundi de Pentecôte. Dans le privé aussi, les syndicats veulent lancer des arrêts de travail. Les salariés n'acceptent pas, premièrement, d'être quasiment les seuls à payer, parce que ça devient une journée de travail obligatoire ou une corvée, comme disent certains. Et deuxièmement, c'est la 3e fois en peu de temps qu'on augmente la durée du travail. D'abord sur les retraites, en exigeant des salariés qu'ils travaillent plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein. Là, une journée de travail supplémentaire et les risques avec de remises en cause des 35 heures. Certaines grandes entreprises annoncent qu'elles offriront cette journée de repos à leurs salariés ou proposent parfois de l'échanger contre un jour de RTT. Ailleurs, où les syndicats crient à l'injustice, il faudra prévoir des perturbations. À la SNCF, à la Poste, dans les écoles, des préavis de grève sont déjà déposés. Le gouvernement va lancer début mai une campagne d'information pour expliquer cette journée de solidarité avec les personnes âgées. Mais déjà, sur Internet, une pétition rassemble les signatures d'une centaine de députés opposés à la suppression du lundi de Pentecôte férié. Et puis ce mouvement de grève à la SNCM, la compagnie n'assurera aucune traversée entre la Corse et le continent ce week-end. Au total, ce sont 19 liaisons entre Marseille, Nice et la Corse qui ont été supprimées. L'actualité à l'étranger, pour tenter de sortir le Liban de la crise politique, a été nommé Premier ministre Najib Mikati, un homme d'affaires pro-syrien, un modéré, qui aura pour tâche d'organiser les élections législatives prévues dans un peu plus d'un mois. Et en Chine, de nouvelles manifestations anti-japonaises. Cette fois-ci, c'est à Shanghai que se sont retrouvés des milliers de personnes qui ont bombardé le consulat du Japon avec des pierres et des bouteilles. Ils s'en sont pris également au restaurant. Un mouvement qui fait tache d'huile depuis une semaine. Le ministre japonais des Affaires étrangères arrive demain à Pékin. Il compte protester très vigoureusement. J'en viens au 60e anniversaire de la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen par les troupes britanniques. Un groupe de survivants s'est réuni au mémorial du camp pour y rencontrer des jeunes de différents pays, témoigner et passer le relais à ces jeunes générations pour qu'eux-mêmes puissent raconter à leur tour les persécutions du régime nazi. Dans ce camp du nord de l'Allemagne, 125 000 personnes ont été détenues pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de la moitié n'ont pas survécu. Lorsque les troupes britanniques sont entrées à Bergen-Belsen, elles ont découvert l'horreur. Des hommes, des femmes, des enfants arrivaient jour et nuit, à pied et en camion, des autres camps nazis évacués à l'approche des Alliés. Nicolas Lemarinier, Christian Leroux. Des hommes à bout de force qui vivent au milieu des immondices et des cadavres. Les épidémies et la faim
qui tue 800 personnes par jour. Le 15 avril 1945, les troupes britanniques découvrent le camp de Bergen-Belsen, l'enfer sur terre. Ce que les nazis ont fait ici, personne ne peut dire que c'est humain. Nous savons maintenant ce qui s'est passé dans ce camp et je sais personnellement désormais ce pourquoi je me bats. En avril 1945, Bergen-Belsen est un mouroir où échouent les déportés d'Auschwitz et des autres camps. Ils sont amenés là par les nazis en fuite pour que les soviétiques ne les trouvent pas. Dans le camp, la terreur règne sous le commandement de Joseph Kramer et des gardes SS. Parmi eux, des femmes, dont Irma Grese, la plus jeune et la plus détestée, ou Herta Grote, de sinistre réputation. Le typhus fait des ravages. À leur arrivée, les soldats britanniques doivent enterrer des milliers de cadavres. Ce matin, nous avons enterré environ 5000 corps. Nous ne savons pas qui sont ces gens. Derrière moi, vous pouvez voir une fosse qui contient 5000 autres cadavres. Il y en a 2 autres comme celle-ci en préparation. Les Britanniques vont réquisitionner les villageois des alentours pour participer à cet horrible travail. S'occuper des morts, nourrir les survivants. Comme dans d'autres camps, les soldats vont commettre une grave erreur par souci de bien faire. Ils nous donnaient quelques-unes de leurs réserves, mais ils ne pouvaient pas plus. Et puis ensuite, ils nous ont donné à manger, mais trop. Alors il y a eu des malades terribles parce que tout le monde était goinfre et bouffait n'importe quoi. Dernier travail, filmer pour témoigner. C'est un officier britannique, Sidney Bernstein, qui s'en charge. Il a reçu les conseils du réalisateur Alfred Hitchcock pour tourner un film incontestable. Un documentaire préparé à l'avance par le ministère des Affaires étrangères britannique. Ce projet de film avait pour vocation, au fond, d'assembler les pièces, les preuves d'un procès contre les gardiens SS, d'un procès contre les nazis, mais plus généralement d'un procès contre l'Allemagne en son entier. 170 000 déportés sont morts derrière les barbelés de Bergen-Belsen en 2 ans. Le bourreau Joseph Kramer a été condamné à mort et pendu le 14 décembre 1945. Le documentaire n'a jamais été achevé. Après-guerre, la vie a repris ses droits. L'heure était à la réconciliation. 101 jours sans Florence Aubenas et son guide Hussein Hanoun, des montgolfières portant les portraits de la journaliste et de son accompagnateur se sont envolées cet après-midi en Franche-Comté, chacune arborant cette banderole « Libérez-les ». Auparavant, ce sont des centaines de ballons qui ont été lâchés. J'en viens à ce gros incendie à Bezons, dans le Val d'Oise. Le feu est parti dans la cour d'une société où étaient stockées des tonnes de bobines de matière plastique. Un immense nuage de fumée a recouvert le site. Une centaine de pompiers à pied d'œuvre ont maîtrisé l'incendie. Environnement avec cette opération d'envergure pour ramasser les piles usagées. À partir de lundi, plus d'1 million de petites boîtes vont être distribuées pour faciliter la collecte. Jusqu'à présent, ces piles, faute de conteneurs individuels, étaient jetées dans les poubelles. Mais parce qu'elles contiennent des métaux lourds, elles sont particulièrement polluantes. Florence Mavic, Jacques Gérard. À votre bon cœur, monsieur, dame. Ces bornes installées à l'entrée d'un supermarché n'avalent pas vos euros, mais vos vieilles piles. Car c'est votre fibre écologique que l'on cherche à titiller. C'est tout nouveau, hein. J'ai un stock de piles depuis des années. Et maintenant qu'on peut les mettre là, je les apporte. Un geste encore inhabituel en France. 80% de nos piles usagées atterrissent directement dans la poubelle. Vous avez dit recyclage? Les gens ils pensent pas encore assez. Hein. C'est vrai que pour l'instant, on recycle à peu près que 10% des piles vendues. Et l'objectif que l'on veut atteindre, c'est 45%. En 2003, les Français ont acheté 26 000 tonnes de piles. 7 000 tonnes ont été collectées pour être recyclées. Piles alcalines, piles boutons, piles au lithium, rouillées, cabossées, désossées. Tout arrive ici, dans cette usine près du Havre. Tout n'est pas valorisable, on récupère majoritairement tous les métaux, c'est-à-dire environ 60% d'une pile. Une pile, c'est un cocktail de zinc, de manganèse, de fer, de mercure et autres métaux. Jetée n'importe où, c'est une petite bombe à retardement. Elle peut polluer gravement l'environnement. Recycler les piles, c'est récupérer les métaux qui seront réutilisés par d'autres industries sous une forme étonnante.
Ce tas que vous voyez devant vous, c'est un minerai de zinc que nous avons extrait des piles. Et ça servira ensuite à faire, par exemple, vos gouttières d'eau de pluie. Gouttières pour la pluie, sacs plastiques ou morceaux de voiture, la pile usée renaît sous différentes formes. En France, la filière recyclage a pourtant du mal à décoller. Pas assez de campagnes de sensibilisation, pas assez d'endroits pour déposer ces piles. Chez nos voisins du Nord, le taux de collecte atteint les 60%. Question de culture environnementale sans doute. Elle est née il y a un siècle. La pastille Valda est incontournable, du Brésil en Russie, de Grèce jusqu'en Chine. Son succès ne faiblit pas, mais ce sont les Français qui en sont les plus fous. Chaque année, nous en consommons 30 millions. Yvan Martinet, Zindenberghaus. Quelque part au creux d'une vallée suisse, nichée dans un petit village, c'est ici que naissent les pastilles Valda. Côté face, une vieille boîte. Côté pile, cette usine. Un siècle d'histoire autour du mythique bonbon vert. Une cascade d'émeraude dont la composition demeure inchangée. On a des principes actifs qui est très bon pour mal aux gorges. Ça veut dire que vous avez des substances comme menthol et eucalyptol qui est très bien pour la gorge. Et c'est ça qui fait pleurer? Oui, aussi. Vieille recette, emballage façon art déco, mais ne vous y trompez pas. La production, elle, a renoncé au charme d'antan pour une chaîne façon temps moderne. Une chose n'a pas changé. Pour une pastille Valda, comptez 5 jours de séchage, pas moins. C'est pas encore sec? Non, pas encore. Ça prend encore 2 jours. Mais déjà, les principes actifs astiquent les bronches. Mais le goût est très bien. Très bon. 900 000 boîtes sont produites chaque année. Vendues en Europe, en Amérique latine, en Asie, bref, partout, sauf en Suisse. Pastille Valda? Nie gehört. Valda, ça s'appelle comment? V-A-L-D-A. Non, jamais entendu parler de ça. C'est fabriqué ici pourtant. Non, je ne connais pas. D'accord, la pastille Valda est fabriquée en Suisse. Pourtant, elle est française. Son inventeur, Edmond Canon, un pharmacien lillois. Très tôt, il a compris l'impact de la réclame. Le musée de la publicité à Paris consacre dès mercredi une exposition à la célèbre pastille. Le salon du cabriolet se tient jusqu'à dimanche soir à Paris, un marché qui a explosé depuis 2001. Les ventes ont quadruplé, notamment grâce à des innovations techniques que nous présentent Céline Crespi et Daniel Lévy. Il ne manque plus que le ventilateur et il s'y verrait déjà, les cheveux au vent sur une route de campagne. Le cabriolet va faire rêver 50 000 personnes ce week-end à Paris. Eh bien, j'y passerai facilement tous mes trajets, les cheveux au vent aussi, ça c'est certain. Oui, mais pour beaucoup de personnes, je pense que c'est plus question ostentatoire, quoi. Plus se montrer, question un peu frime. En 15 ans, la fréquentation du salon a été multipliée par 10, car le cabriolet se démocratise. Aujourd'hui en France, on en vend 4 fois plus qu'il y a 5 ans. Chez les concessionnaires, au beau milieu des berlines classiques, des cabriolets. Peugeot Siemi, sa 206 cc se vend comme des petits pains car une nouvelle clientèle se tourne vers les cabriolets. Les anciens propriétaires de berline qui aujourd'hui font le succès de ce type de coupé cabriolet, de ce type de silhouette, et qui fait que les ventes de Peugeot dans ce segment ont explosé depuis 2001. Un succès dû à une innovation majeure. Il y a 5 ans, ce carrossier a une idée toute simple. Proposer aux constructeurs un toit en dur rétractable. Le voici, une goutte de pluie et en 20 secondes, vous voilà bien couvert. Un vrai toit se niche dans le coffre. Fini la bonne vieille capote et les inconvénients qui vont avec. C'est un véhicule, une fois que vous fermez le toit, vous êtes dans un véhicule normal, avec la même protection qu'un véhicule normal, avec un toit en tôle au-dessus de la tête. Donc il n'y a pas les problèmes de vandalisme qu'on peut trouver sur la capote, on est moins sujet au bruit. Aujourd'hui, 5% des voitures neuves sont des cabriolets, des décapotables qui devraient grignoter des parts de marché dans les années à venir.
On passe au sport en tennis. Au tournoi de Monte-Carlo, on y croyait. Le Français Richard Gasquet, après avoir battu le numéro 1 mondial hier, n'ira pourtant pas en finale à l'issue du match entre deux surdoués. C'est le jeune Espagnol âgé lui aussi de 18 ans qui l'a emporté. Rafael Nadal rencontrera demain l'Argentin Guillermo Coria. Florent Gautreau. Le tennis a pris un sérieux coup de jeune cette semaine à Monte-Carlo. À gauche, Richard Gasquet, à droite, Rafael Nadal. 18 printemps chacun, 36 ans à eux deux. C'est moins qu'André Agassi qui, à 37 ans, fait maintenant figure de papy. C'est jeune et ça cogne. Gasquet, sur la lancée de sa victoire contre Federer, répond coup pour coup au jeune Espagnol dans le premier set. Il faut un tie-break pour départager les deux gamins et c'est Gasquet qui fait craquer Nadal, 8 points à 6. Mais l'Espagnol, pourtant mené 2-0 dans le deuxième set, est un solide gaillard. Et son bras gauche use le Français qui perd 5 jeux de suite. Gasquet fait d'ailleurs appel au kiné. Les efforts accumulés commencent à se faire sentir. Et Nadal égalise à 1 set partout. Gasquet s'accroche, mais la fraîcheur de Nadal va faire la différence. L'Espagnol s'impose 6-7, 6-4, 6-3 et met fin à la belle aventure de Gasquet. Gasquet et Nadal, retenez bien ces noms-là, ils n'ont pas fini d'affoler les caméras. Et puis en football, un derby dans le Nord pour la 33e journée de Ligue 1. Les Lillois, après un match très serré, ont battu Lens 2-1. Après cette victoire, Lille compte provisoirement 3 points d'avance sur l'OM et 5 sur Monaco. La passion des cerfs-volants avec les meilleures équipes mondiales qui se sont retrouvées cette semaine à Berck-sur-Mer, les yeux rivés au ciel. Aaron Danzit, Marc de Lagenhagen. Un ballet aérien dirigé de main de maître. Les meilleurs cerfs-volistes de la planète s'exécutent. Leur scène, le ciel bleu-azur de Berck, là-haut dans le nord. Diagonale. Comme chaque année, à pareille époque, les oiseaux sont faits de toile et de carbone. 19 ans que cela dure, 19 ans que cela marche au doigt et à l'oreille. Et le tout sans fausse note. Sans mêler, ça arrive quand même assez rarement. Jamais. Il faut dire qu'il y a une maîtrise particulièrement... c'est hallucinant, quoi. Au rayon hallucination, ce dur à cuire de Ray Bettel. Un bûcheron canadien de 75 ans qui a gardé un sacré coup de rein. 3 cerfs-volants pour un seul homme. Sa performance est digne des plus grandes formations. 25 ans de pratique derrière moi. À raison de 10 heures par jour. J'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Torse nu lui aussi, la comparaison avec Ray s'arrête là. Yanis a 12 ans, habite Douai et côté cerf-volant, c'est pas gagné. Lui, ce qu'il voudrait, c'est juste faire voler son lapin. Le 3e de la journée, les 2 autres brisés par le vent. Un carnage. Certains auraient tout remballé, pas Yanis. T'as trouvé la technique là? Ouais. C'est quoi C'est rester zen. Rester zen comme ça. La zen attitude, la branchitude en plus. Bottes, pantalon, lunettes assorties à son cerf-volant, Capucine, 4 ans et demi, joue la starlette. C'est Cannes, à Berck-sur-Mer. Monsieur, il demande des explications. Comment tu fais aller ton cerf-volant? Comment ça marche? Fais voir ta langue. Tu fais comment? Capucine plus capricieuse que le vent. Pas grave, car elle au moins cet après-midi, elle aura évité la chute. Voyage dans le temps à la découverte de ce château fort construit comme à l'époque, un édifice unique au monde, né d'un rêve un peu fou avec des artisans hors pair qui ont encore 20 ans de travail pour le fignoler. Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Molin. Ces petits gars qui cassent les cailloux et l'ancienne sont en train de construire un château fort. Un château qui nécessitera de tailler 37 000 tonnes de grès. Celles qui sont bonnes à tailler, on les taille. Et celles qui sont pas intaillables, en fait, ça va à l'intérieur des murs. Mais c'est quand même 37 000 tonnes de pierre d'extrait, quoi. Cela étant, ce n'est pas le bagne. Lancé il y a un peu moins de 10 ans, le chantier devrait être achevé fin 2025. Alors ici on bosse, mais sans forcer. Le temps, prendre le temps, respecter les choses, se respecter soi-même, ça c'est... Ici on a ça, quoi. Vous disiez que vous étiez bénévole ici? Ouais, moi je suis bénévole, je viens là pour mes vacances. Nicolas, vous êtes bénévole aussi? Non, je suis salarié. Exactement ça, ici ça fait pareil. Avant d'atterrir ici, Nicolas était cuisinier. C'est aussi bien, hein. Et c'est mieux que la restauration? Ah oui, déjà on fait quelque chose qui est unique et on fait quelque chose qui va rester.
Parce que la restauration, une fois que c'est digéré, tout le monde sait où ça va. Cette idée de construire une forteresse médiévale avec les techniques du XIIIe siècle, on la doit au propriétaire du château de Saint-Fargeau. Ouais, c'est une idée un peu folle, mais pas si folle que ça, parce que dans tous les gens qui visitent les châteaux, cathédrales, beaucoup d'enfants, on a toujours les mêmes questions qui reviennent, des gens qui sont terrassés par l'épaisseur des murs, par la complexité des arcatures, des voûtes, etc. Et la meilleure leçon à leur offrir, c'était de partir comme ça à zéro et de construire des arcs en plein cintre, des arcs-boutants, des ouvrages d'art et un véritable édifice selon les techniques ancestrales. À propos de technique, celle de la cage à écureuil est assez physique. On fait tourner les gars, hein. Une personne ne pourrait pas toute la journée. 2, 3 fois dans la journée, oui. Là, vous avez monté combien de kilos? Là, environ 200 kilos, facile. Guédelon, c'est un endroit où on construit un château fort et où on l'explique en même temps qu'on est en train de le construire. On apprend et on explique en même temps. Il y a un œil là sur le manche. L'année dernière, Guédelon a reçu 220 000 visiteurs payants. Ça permet d'éduquer les curieux et de faire tourner la baraque. C'est un marteau-piqueur du Moyen-Âge. C'est une perceuse du Moyen-Âge. C'est intéressant la discussion avec les gosses. Ah ouais, moi j'adore. J'adore ça. Et vous, comment vous vous trouvez ici? Moi je suis heureux. Comme une vache dans un pré. Ouais. Je suis heureux. Le matin avec les copains on se regarde, on se dit bah c'est ça le bonheur. C'est super. Recréer un château face au XIIIe siècle, je trouve ça... C'est un peu fou comme idée. Ouais voilà exactement, c'est fou et en même temps c'est... pourquoi on n'y a pas pensé avant quoi. Nous on regardait, on se disait c'est quand même plus sympa quand il n'y a personne. C'est vrai que quand le chantier nous réappartient en fin d'après-midi ou les jours de mauvais temps, c'est vrai que le chantier il a une force incroyable. Il y a les odeurs, les ambiances, les fumées, le bruit des outils, etc. C'est magique, ouais. Je confirme et j'ajoute que cette histoire a vraiment de quoi faire rêver. Musique avec ces maîtres du Calypso, ils viennent de sortir un album, ils étaient cette semaine au Cirque d'hiver pour un concert unique. Olivier Lenuzza, Marc de Lagenhagen. Rome et Coca-Cola, une chanson célébrissime écrite, croyait-on, par un Américain. Mais voilà, l'auteur était un menteur, voleur, qui avait dérobé cette mélodie à un artiste de Trinidad et Tobago. Trinidad, la terre du Calypso, une musique qui évoque avec malice la vie quotidienne des gens de l'île des Caraïbes. Pour quelques heures, les maîtres du Calypso sont venus à Paris. Ils se sont produits dans des bars louches, des clubs élégants. Depuis des décennies, ils exercent leur don, leur art, l'improvisation. This is what I really want you to know. What we're doing is called the X-Tempo. This is what I want you to understand. X-Tempo is another word for improvisation. So we're not singing Calypso. Just we're singing hymn. That is what happens here at the Dirty Gym. I said wrong side, but that's all right. Il et elle s'appellent Calypso Rose, Lord Supérieur, Bomber. Et puis il y a Mighty Sparrow, le roi du Calypso, qui aime avant de monter sur scène faire un petit somme. Une légende n'a pas d'âge, on sait seulement que Sparrow a commencé sa carrière en 1941. Quand il va se réveiller, c'est une montagne, c'est un volcan qui va gronder. La terre sera en éruption. Là, il se repose, mais tout à l'heure, le lion va rugir. Elle a raison. Sparrow, le moineau en anglais, s'est transformé en lion à en faire rougir les filles de plaisir. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, les années zénith, présentées par Daniela Lombroso. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Je pense